c'est vraiment un honneur d'ouvrir avec Chantal Hébert et Paul Wells parce que j'enseigne la politique étrangère canadienne. Il y a des contenus obligatoires dont j'ai maintenant ajouté au syllabus un des textes de Substack qui était la grande entrevue avec Annan que Paul Wells a fait sur son Substack, mais qui tissait toute une histoire de la politique étrangère canadienne avec une référence qui était déjà au plan de cours, le discours de Louis Saint-Laurent, qui, ma foi, tout ça était très bien recherché pour une prof qui enseigne là-dessus. Je l'ai ajouté au plan de cours avec la permission de l'auteur, parce que les droits d'auteur, les bibliothèques et les Substacks, on n'a pas encore très bien géré ça pour le monde académique, mais si vous continuez à écrire des choses si bien recherchées, il faudra qu'on trouve quelque chose. Et pour les chroniques de Chantal Hébert, pour ceux qui ont été dans mes cours, vous le savez, on fait des quiz sur la politique et c'est pas noté parce que c'est un cours de politique étrangère, mais j'ai toujours cru qu'il est impossible d'enseigner la politique étrangère canadienne sans comprendre la politique canadienne à la base. Et peut-être qu'il y a un an, on m'aurait dit que c'était un peu étrange d'inviter deux chroniqueurs de la scène fédérale principalement pour parler d'international, mais à vous écouter ces dernières semaines, ça me semble plus du tout étrange. Donc, parce que presque toutes vos chroniques parlent beaucoup d'international, est-ce que maintenant, on est dans un moment différent ou est-ce que, plutôt qu'avoir beaucoup de politique canadienne en politique étrangère, on a beaucoup de politique étrangère et d'international en politique canadienne pour une première fois depuis un certain temps? Je sais pas. On n'a jamais parlé autant, effectivement, de politique internationale, mais pour nous, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas de la politique internationale, c'est de la politique canadienne qui parle de politique internationale. Ce qu'il faut comprendre de ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on passe d'un sujet à l'autre. On est un peu le contraire des gens qui font de la recherche ici, c'est-à-dire pendant une longue période, c'est le cas de Paul aussi, on est devenus des gens qui ont passé beaucoup de temps à comprendre des enjeux constitutionnels pour pouvoir les expliquer. Pendant la pandémie, on n'est pas devenus des experts en politique publique, en politique sanitaire, mais on est devenus des gens qui étaient obligés de parler de ce genre de sujet-là, et c'était complètement inédit. Aujourd'hui, on est dans cette histoire de politique étrangère, en partie à cause d'événements dont on parlait déjà, la guerre en Ukraine, la Russie, etc., mais à cause de l'impact de Donald Trump sur la géopolitique, qui fait que quand je vais vous donner un exemple par la bande. Quand Mark Carney s'est présenté l'année passée, une des choses qu'il a dit qui était totalement vraie, il avait dit « Sans Donald Trump, pas de Mark Carney ». Et sans Donald Trump, on ne parlerait pas tant de politique internationale en politique canadienne. Mais moi, mon rôle, c'est pas de ramener tout le monde aux choses qu'on contrôle. J'ai entendu le mot « sérénité ». Dans toutes les choses que je fais dans la vie, injecter de la sérénité dans la démocratie, ça n'en fait pas partie. C'est à peu près le contraire de l'engagement dans mon esprit, ce mot sérénité. Alors, si vous cherchez de la sérénité ce matin, je ne pense pas que Paul va vous en donner, mais il doit y avoir un cours de yoga qui va vous aider à ça. Moi, mon travail, c'est plus, et là où je rejoins le vôtre, c'est de donner de l'éclairage aux gens qui doivent prendre des décisions politique, électorale, pour qu'ils sachent un peu de quoi ça a l'air. Puis parfois, jeter un peu d'éclairage sur des coins que les gens ont le moins de goût en politique de montrer. Mais il n'y a pas de sérénité là-dedans. C'est le contraire. Quand j'étais plus jeune journaliste, on nous apprenait que quand on rentrait au bureau le matin, la première question à se poser, c'est qui est-ce que je pourrais déranger aujourd'hui? Et ça inclut les gens qui nous écoutent et les gens pour qui on couvre. C'est vrai qu'on traite beaucoup de la politique internationale par les temps qui courent. C'est un peu un effet Trump, c'est certainement un effet Carney-Davos. Mais j'y pense depuis une couple de jours parce que je savais qu'on aborderait le sujet et j'ai l'impression qu'on parle assez souvent dans le journalisme canadien et dans la politique canadienne des questions internationales. Je pense que cette vieille idée selon laquelle on nous parle, les élections
canadienne ne porte jamais sur l'international. C'est une de ces choses que tout le monde connaît qui n'est pas forcément vraie. Comme il ne faut surtout pas déclencher des élections en été ou il ne faut surtout pas déclencher des élections autour des fêtes. Barbecue season. Oui. Et pourtant, Stephen Harper est devenu premier ministre tout de suite après Noël en 2006, puis il a déclenché des élections en août. 2015, ça a mal fini, mais... Beaucoup de mythes, donc. J'ai étalé toute une liste. Sur les 11 dernières élections fédérales, j'en ai trouvé 8 qui tournaient au moins en partie autour des questions internationales. Je ne vais pas les lister chacun, mais en 88, c'était une élection sur le libre-échange avec les États-Unis. En 92, il y avait la question de l'achat des hélicoptères militaires que Chrétien voulait annuler. En 2006, Paul Martin était premier ministre. Ça allait assez mal contre Stephen Harper. Alors, il a brièvement commencé à faire campagne contre George W. Bush, ce qui s'est soldé par une intervention très musclée par l'ambassadeur américain dans un discours à Ottawa. En 2011, Stephen Harper a gagné sa majorité avec un discours qui parlait d'un sea of troubles, une mer de troubles. Le monde était en train de couler sous les eaux de l'incertitude et seul le Canada, grâce à lui, pourrait s'en sauver. 2015, c'était les réfugiés syriens qui ont un peu assuré la victoire de Justin Trudeau. Et 2025, c'était une élection sur Donald Trump. Alors, dans la plupart de ces élections-là, l'international n'était pas le seul sujet, ou c'était pas, tout n'a pas tourné autour de ces questions-là, mais ces questions-là ont joué et ont aidé à établir la crédibilité ou à démolir la crédibilité de l'autre. Alors, c'est une des raisons pourquoi je suis allé à Afghanistan à 3 reprises, parce que j'ai jamais eu l'ambition de devenir correspondant de guerre, mais toute notre politique, il y a 15 ans, tournait autour... On a essayé de faire tomber le gouvernement sur une commission sur Kandahar. Ben, effectivement. Et on exclut la personne qui parle. Je ne pensais pas avoir le droit de faire couler tant d'encre autour d'Afghanistan sans le voir. Alors, oui, je pense que ça joue dans même nous, pauvres journalistes d'Ottawa. Je vous rappellerai d'ailleurs qu'en 1993, quand Jean Chrétien faisait campagne contre Kim Campbell, l'idée de l'image qu'on projette à l'étranger était assez importante pour que les conservateurs pensent qu'ils pouvaient renverser la vapeur en faisant des publicités où ils montraient le visage de Jean Chrétien pour dire « Pensez-vous que quelqu'un qui a ce genre de tête-là pourrait nous représenter à l'étranger? » On connaît la réponse, mais néanmoins, si les Canadiens étaient imperméables, c'était un sujet de niche, on ne serait jamais allé là. Néanmoins, cette fois-ci, et la dernière fois qu'on a eu une élection fédérale dominée à ce point-là par une question qui n'était pas purement canadienne, c'est 88. Le débat sur le libre-échange qui a occulté tous les autres enjeux, y compris ceux qui sont venus après hanter le gouvernement qui a gagné, l'accord du Lac-Meech, la TPS. Les gens oublient que tout ça était dans le paysage de 88. Et que la question canado-américaine a complètement occulté le débat. Mais cette année, c'était en quelque sorte un retour à ça. Et ce qui est un peu différent, c'est qu'en 88, une fois qu'on a fini l'élection du libre-échange, on est passé à d'autres choses. La TPS et l'accord du Lac-Meech, entre autres. En 2025, on n'est pas passé à d'autres choses. Avec le coût de la vie, la santé, l'enjeu des relations canado-américaines, c'est dans les 3 principales priorités. Et non seulement ça, mais ça fait bouger l'aiguille. Brian Mulroney, quand il faisait croisade contre l'apartheid, ça ne faisait pas bouger l'aiguille pour les conservateurs. Les gens étaient d'accord, mais ça n'avait pas cet impact-là. Mais là, on l'a vu depuis... Dans la mémoire collective, ça a fonctionné pour lui, par contre. Comme quoi, on couvre, ou on couvrait très, très mal la politique étrangère. Parce qu'on la couvrait, moi je me souviens, je ne couvrais pas Ottawa à cette époque-là, je me souviens de reportages où Brian Mulroney allait plaider contre l'apartheid et des reportages portaient sur combien de premiers ministres tentaient de se mettre en avant. Bon, d'accord, grand journalisme,
On ne parlait pas d'Afrique du Sud. On ne parlait pas d'Afrique du Sud et on ne parlait pas du fait que Mulroney faisait quand même preuve d'un certain courage en faisant ça. Et pour ceux qui pensent qu'il y avait un âge d'or du journalisme et qu'on n'y est plus, là, pour ceux qui étaient là, moi j'y étais, ça n'a pas existé. Et pour ceux qui sont, comme moi, pas des hommes blancs, ça a encore moins existé. Alors, pour la nostalgie, je pense que vous ne trouverez pas ici quelqu'un pour vous dire « c'était tellement mieux dans ce temps-là, c'était tellement mieux recherché ». Tout le monde qui écrivait sur le Québec en anglais, pour l'essentiel, ne parlait pas français. Au point où, quand le Bloc québécois est débarqué sur la colline, une partie de la tribune de la presse voulait une traduction des points de presse. Et beaucoup de gens qui couvraient le reste du Canada, d'abord un endroit qui n'existe pas, sauf dans la tête des gens, étaient allés au Canada en traversant le pont interprovincial entre Hull et Ottawa. Aujourd'hui, les journalistes qui couvrent, beaucoup ont passé par où vous êtes, sont beaucoup mieux informés des enjeux internationaux, ont une bien meilleure connaissance des réalités, souvent parlent plusieurs langues. Et ça explique aussi que la couverture est bien meilleure. Et il faut qu'elle soit meilleure parce que dans l'ancien temps, on avait une journée pour trouver des réponses. Et maintenant, on a 2 heures quand on est chanceux. Alors, l'idée qu'on va faire une thèse de doctorat, qu'on va résumer dans notre reportage pour avoir l'air brillant, il faut oublier ça. Il faut juste qu'on essaye. Et moi, je fais le test, là, je vous parle de pratico-pratique. Je suis obligée de parler de questions internationales sur lesquelles je n'ai pas passé 10 ans de ma vie à étudier. Et des fois, j'écoute Radio-Canada et j'entends des profs et des universitaires qui parlent de la même question. Et ça me rassure quand ils ne disent pas le contraire de moi. On va s'appeler avant. Non, mais de votre génération, j'avais invité qui ne pouvait pas venir dans l'audience aujourd'hui, peut-être qu'un des rares qui faisait les deux côtés du rock et du pas rock, Jeffrey Simpson, qui ne pouvait pas être là, mais il y en a peu de la génération qui peuvent parler. Brian Fraser. Oui, qui peuvent avoir cette sensibilité-là aussi au-delà de la langue. Donc, je vous entends. On parle beaucoup d'international, mais ce n'est pas toujours de la politique étrangère qu'on fait en ce moment. Cela dit, il y a le mythe qu'il n'y a jamais d'international dans les élections, alors que ce n'est pas du tout vrai. Et pour les plus jeunes dans la salle, c'est vrai que l'image de Alan Kurdi sur les plages a vraiment... c'était pas Trudeau qui est en avance. Et peut-être qu'il a eu cette mémoire-là qui peut gagner des points un peu politiques avec la politique étrangère qui s'est avérée difficile par moment. J'aimerais donc demander, sachant ce que vous avez dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a un risque à faire de la politique étrangère en politique canadienne. J'ai déjà été, on n'est pas là pour raconter des histoires, mais après, sur un avion où est-ce que le premier ministre devrait être dans une grande rencontre, mais il y avait eu des feux de forêt, puis ça avait été évalué que s'il était dans le pays X, ça allait se faire dire qu'il ne s'occupait pas des Canadiens. Donc, comme il y a une fragilité à cet engagement-là avec l'international, lorsque ce n'est pas aussi existentiel que la situation économique qu'on a avec les États-Unis, d'une part. Et je me suis déjà demandé aussi dans les systèmes Westminster, où est-ce que nos ministres sont parlementaires, est-ce que ce n'est pas pratique des fois de nommer à la politique étrangère quelqu'un que tu ne veux pas trop qu'il soit dans la mêlée de presse après la période de questions, parce qu'il est un peu dérangeant, à la Theresa May qui nomme Boris Johnson aux affaires étrangères. Donc, je ne sais pas s'il y a une fragilité ou un risque à faire la politique étrangère en politique canadienne, que ça peut être utilisé aussi pour dire qu'on n'est pas concentré sur le Canada. Il y a beaucoup dans cette question-là. Je suis souvent fasciné par le choix du ministre des Affaires étrangères. J'ai été fasciné par le choix de Stéphane Dion comme ministre des Affaires étrangères de Justin Trudeau parce que je me demandais si c'était un peu pour mettre un peu de distance entre un chef du Parti libéral du Canada et un ancien chef du Parti libéral du Canada. Ça n'aurait pas été la première fois. William Hague, ancien chef Tory à Londres. Brian Mulroney, Joe Clark. Brian Mulroney, Joe Clark. Je donnais des exemples britanniques pour ne pas me mettre dans l'eau chaude, mais je vous écoute. C'est aussi une question assez pertinente. Un ministre, et il y en a eu des ministres des Affaires étrangères formidables, mais ça sert à quoi? Normalement, lorsque je suis la première ministre italienne et je veux parler au Canada, j'appelle le premier ministre.
où l'ambassadeur travaille sur le terrain. Et je pense que c'est un peu pour ça que on change si souvent du ministre des Affaires étrangères, parce que je pense que le patron, le premier ministre, cherche à se définir le rôle de l'autre et c'est jamais figé dans le temps. Ça dépend beaucoup des circonstances. En passant, je devrais saluer et m'excuser auprès des gens qui sont derrière moi. C'est une simple question de feng shui. Je ne sais pas de jouer mon trip de Miles Davis, mais c'est un peu comme ça. Alors, je les regarde pour pas qu'ils se sentent isolés, mais c'est la nature de la bête dans ces Non, mais tu ces devrais salles. avoir la tête qu'ils font pendant qu'ils parlent. Tu savais. Les ministres des Affaires étrangères. Souvent, c'est proportionnel à l'intérêt du premier ministre. C'est-à-dire que si le premier ministre est très intéressé aux affaires étrangères, ce qui est le cas actuellement, le ou la ministre des Affaires étrangères a un peu un rôle de retrait. Et si le premier ministre pense que ses défis sont ailleurs, là, il va envoyer Joe Clark se promener partout sur la planète, ou Stéphane Dion, deux bons exemples. D'ailleurs, Stéphane Dion avait dit, je pense qu'il avait rencontré pour avoir une conversation sur ses dossiers une fois Justin Trudeau, pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'est Jocelyn Coulon qui a dit ça, mais... Oui, bien, c'est peut-être pas directement. Je n'ai aucun doute Voilà. que Jocelyn Coulon, Oui. ancien candidat pour Stéphane Dion... Mais je pense qu'il était beaucoup à l'étranger, en effet. Oui, mais non, mais c'est à ça que ça sert, hein, à éloigner les gens. À part Jean Chrétien, qui avait nommé son lieutenant du Québec ministre des Affaires étrangères avant le référendum, c'était pas l'idée la plus payante du siècle. Mettons qu'il aurait été mieux d'avoir un lieutenant au Québec pendant cette période-là. Mais on couvre pas beaucoup le ministre des Affaires étrangères. Si je faisais une comparaison, il y a eu des époques où on couvrait beaucoup le ministre de la Justice ou la ministre de la Justice. Parce que c'est un portefeuille qui donne beaucoup plus de latitude, en passant, que le ministère des Affaires étrangères. Puis, il y a des journalistes qui couvrent ça, la justice, comme ça. Tandis que si on couvre les affaires étrangères, c'est généralement, et pas la raison, parce qu'on couvre le premier ministre. C'est pas juste que Emmanuel Macron ne va pas appeler un ministre, il va appeler Mark Carney, mais c'est que nous, notre contact avec les relations internationales se fait presque toujours exclusivement par le biais de la couverture du premier ministre ou des déclarations du premier ministre. Demandez à la brochette de ministres que Mark Carney a amené à Davos combien ils ont fait leur marque à Davos par rapport au premier ministre. La réponse, c'est « je ne me souviens plus qui était avec lui ». Mais j'espère qu'ils ont bien mangé et qu'ils ont profité du paysage, parce qu'ils étaient vraiment des roues de chariot inutiles. Mettons, si je voulais un portefeuille intéressant et qu'on me disait, tu peux avoir la justice ou les affaires étrangères, je choisirais toujours la justice. Parce qu'il y a plus d'interaction au Canada, on a plus d'impact. Sur le danger de la politique étrangère, bien oui, on le voit dans le moment, les conservateurs, depuis plusieurs mois, avec, selon moi, un succès limité, essayent de construire une trame selon laquelle Mark Carney aime tellement voyager qu'il ne s'occupe pas des problèmes des Canadiens. Les conservateurs empêchaient aussi leurs députés avant la campagne de voyager parce qu'ils avaient peur de absolument. cette perception-là aussi. Et M. Poilievre, je ne sais pas s'il pense encore que c'était une bonne idée, a juré que s'il devenait premier ministre, il n'irait jamais à Davos et aucun de ses ministres pourrait y aller. Probablement qu'à ce rythme-là, il ne risque pas d'être obligé de prendre une décision, mais... c'est néanmoins, parce que là, on le voit, là, ce qui est arrivé à Davos, avec ce discours de Mark Carney, en marge de tout ce qu'on peut dire sur le fond du discours. D'abord, c'est complètement anormal, un discours d'un premier ministre canadien qui fait autant de millages. Mais en plus, c'est complètement anormal, un discours qui fait bouger l'aiguille des intentions de vote au Canada à ce niveau-là, par rapport aux tiers partis, mais aussi à l'opposition officielle. Et ce que ça dit, c'est que les Canadiens, dans le moment, et ça, c'est la grande différence, selon moi, maintenant et d'habitude, les Canadiens sont vraiment en train de surveiller ça. Les gens dans l'autobus, ils ne me parlent pas du discours de Mark Carney sur les plaines d'Abraham. Ou s'ils en parlent, ils en parlent pour parler. Et ils me parlent du discours de Davos, puis ils me parlent du Groenland. Dans l'autobus 55, il est rare qu'on m'ait parlé du Groenland.
Mais là, ça arrive régulièrement. Et à un moment donné, un été, il y a 2 ans, je me suis rendu... L'été avant les élections américaines, je me suis rendu compte que pendant un mois, les gens viennent me parler de politique, je ne sais pas pourquoi. Ils viennent me parler de politique sur la plage, au supermarché, dans l'autobus, je prends les transports en commun. Et je me suis rendu compte que pendant un mois complet, tout le monde qui m'avait parlé n'avait jamais prononcé les noms Trudeau, Poilievre ou autres. On ne m'avait parlé que de Kamala Harris, que de Joe Biden et que de Donald Trump. Ça, je n'avais jamais vécu ça. Et on ne va pas parler non plus de François Legault ou autre. Et ça veut dire que quand nous, on parle de politique étrangère dans le moment, c'est pas un sideshow. Tout à coup, on parle à du monde qui veulent qu'on leur parle de ça. Et ça, c'est très différent de la pratique normale où on dit en passant, il y a tel dossier chaud, puis là, tout le monde nous écoute en faisant bon, c'est Radio-Canada, puis on passe à d'autres choses. Il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'il y a aussi sur la prise de parole, il y a aussi une centralisation du pouvoir vers le bureau du premier ministre qui s'est accélérée au cours des 20 dernières années, qui fait en sorte que sur tous les sujets, si le premier ministre veut dire quelque chose, personne d'autre parle. Les politologues, on appelle ça la présidentialisation des systèmes parlementaires. Mais j'arrête avec mes longs mots. Une chance, je ne me suis pas enfargée. Mais j'ai une question, puis si vous n'avez pas de commentaires, c'est correct aussi, mais il y a aussi tout l'aspect, on est à Montréal quand même, du rôle de l'international en politique québécoise, mais aussi de son, disons, instrumentalisation ou utilisation stratégique envers le Canada. Je montre dans mes cours un documentaire sur le référendum de 95, mais sur l'aspect de la politique internationale. On essayait de faire sortir les Français, Parizeau était allé en grande visite à Paris, on essayait de faire sortir, l'ambassadeur américain s'en est mêlé, il y avait Raymond Chrétien à Washington, D.C., le même nom que l'autre, même si c'était un diplomate de carrière, il y avait des liens familiaux quand même. Donc, comment est-ce que ça joue en politique québécoise? On a quand même toute une tradition de diplomatie québécoise qui est inégalée ou presque dans le monde pour, dans les types de paradiplomatie, mais c'est aussi instrumentalisé des fois. Donc, comment est-ce que ça joue Québec versus Canada? J'ai l'impression que la politique et le journalisme québécois sont plus tournés vers l'international qu'au Canada anglais. Parce que ça se passe en français, puis ça prend des journalistes pour aller sur place, pour expliquer en français ce qui se passe. On peut à la limite prendre AFP ou c'est les chaînes françaises, mais même si ça va très mal dans le journalisme ici, comme ailleurs, le devoir a ses correspondants à l'étranger. La presse a quand même quelques correspondants à l'étranger. J'allume mon webcam le jeudi soir, puis Céline Galipeau n'est pas là parce qu'elle est en Ukraine, alors que l'animatrice... ça serait impensable, ça, à Toronto? C'est pas impossible, mais c'est plus facile de prendre ce qui se fait en anglais par les Américains, à la limite par les Anglais. Et donc, c'est lamentable, le Toronto Star, par les temps qui courent, parce que c'est un journal avec une formidable tradition de journalisme à l'étranger, alors que presque tout ce qui passe actuellement, c'est Associated Press. Puis, c'est pas de leur faute, ils n'ont plus les moyens. Alors, il y a un certain discours québécois sur l'international qui est quand même plus robuste que ce qui se fait ailleurs. Lorsque quelqu'un qui travaille à une ambassade me demande quoi lire sur des questions, et si ça donne que c'est quelqu'un qui ne lit que l'anglais, je me sens mal pour lui ou pour elle, parce que il se passe beaucoup plus en français à Montréal qu'en anglais à Toronto. Et sur la dimension Canada-Québec, il y a quand même eu un changement. Là. On est loin de l'époque où l'ambassadeur était obligé de suivre à la trace le premier ministre du Québec qui s'en allait courtiser les Français, entre autres parce que Emmanuel Macron a complètement évacué ce débat-là des relations Canada-France.
il ne se promène plus, il ne vient plus au Québec faire le discours de nos cousins québécois, puis on est avec vous sur votre parcours. C'est plus vraiment... Que fait-il plutôt? Il se préoccupe d'essayer de se garder un gouvernement en place en France, j'imagine. Je lui conseillerais la même chose, mais je voulais voir. Oui, non, de toute évidence. Mais en plus, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas être plus indépendantiste que le Québec indépendantiste. Et l'état du débat au Québec a fait que toutes ces questions-là, et c'est vrai que le Québec a des relations internationales et que c'est important pour le Québec, mais c'est beaucoup moins central dans les relations Canada-Québec que ça l'a été à une autre époque. Si on veut vraiment parler de politique internationale et de mouvements indépendantistes aujourd'hui, nonobstant M. Ford, il faut parler d'Alberta et de Washington. Et là, on est complètement ailleurs. Là. Pour moins que ça, on a renvoyé le général de Gaulle à la maison. Et là, on parle d'une administration qui met de l'argent dans un mouvement indépendantiste, qui envoie des membres du cabinet américain dire « ils sont tellement proches de nous ». Mettons que si l'administration Trump défend le mouvement... défend, l'endosse, l'encourage, le finance. Et en retour, ce mouvement-là, ce qui serait inconcevable au Québec, là, que le mouvement soit financé par une puissance étrangère en se disant on pourrait s'annexer à Saint-Pierre-et-Miquelon. On ne fera pas ça. Mais oui, il y a de l'international dans nos débats, mais aujourd'hui, le vrai débat sur la place d'une puissance étrangère vis-à-vis un endroit, ça se passe en Alberta. Et en passant, peut-être que M. Ford n'a pas regardé le calendrier, mais c'est bien en 2026 qu'il doit y avoir un référendum en Alberta. Pas peut-être un jour avant 2030 si peut-être on élit un gouvernement. Alors, c'est intéressant de voir tout ce dont on ne parle pas. Pendant qu'on parle de quelque chose qui n'est pas en train d'arriver puis sur lequel on n'a aucune prise quand on est de l'extérieur du Québec. Mais Daniel Smith a fait une visite remarquée au Corée, moi aussi reçu en grande pompe. Donc, il y a plein de choses. Il y a des visites bilatérales Québec-Alberta qui se répètent. Paul, vous alliez dire? Ben, j'allais juste dire que si le discours de Mark Carney à Davos avait la portée que certains lui prêtent, l'ambassade américaine à Ottawa serait fermée depuis ses révélations sur l'Alberta. Si le signe dans la fenêtre était vraiment enlevé, si on était à une nouvelle époque de raconter la vérité coûte que coûte, l'ambassadeur Hoekstra serait rentré à Michigan. Mais non, on joue aussi dans la dentelle un peu, malgré le discours de Davos. Vous avez touché un peu à votre monde journalistique, à la couverture de l'international. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à la couverture en français. D'une part, parce que je me souviens d'un sondage qu'une collègue à l'Université d'Ottawa avait fait sur les perceptions de la Chine par rapport à sa médiatisation, et que les Québécois avaient une vision, même dans les moments de grande tension, plus nuancée de la Chine que dans le reste du Canada. Puis on se demande, bon, entre l'œuf et la poule, où est-ce que ça commence? Mais les médias ont quelque chose à voir là-dedans aussi. Mais c'est sûr que nous, quand même, au Québec, on regarde ce que France Culture fait. On n'en a pas de Christine Ockrent québécoise, des grandes émissions d'affaires publiques que tout le monde écoute sur les affaires étrangères. On peut peut-être se consoler par rapport à Toronto, mais par rapport au reste du monde, on se sent encore comme des enfants pauvres. Il y a des journalistes qui ont fondé un fonds québécois. Ils financent certains des reportages dont vous parlez. Donc, je me demande... Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que ça a toujours été comme ça, que l'international a été l'enfant pauvre du journalisme, même au Canada? Puis, comment est-ce que ça a évolué? Il y a tout simplement moins de journalisme à l'international partout dans le monde. Le club de presse de Hong Kong, qui, j'ai jamais été, mais on me dit que c'est fabuleux. Tous les correspondants. C'était, je suis allée. Ça a perdu les 2/3 de ses membres depuis 20 ans. Il y avait des dizaines, des douzaines, des centaines de journalistes
en Ukraine pendant quelques semaines, quelques mois au début de la guerre, mais j'entends dire, ça fait 1 an et demi depuis ma seule visite en Ukraine, mais j'entends dire que les journalistes qui aillent maintenant, qui vont maintenant, sont accueillis comme un verre d'eau dans un désert parce qu'on a l'impression que tout le monde ignore ce qui se passe en Ukraine. On a l'impression qu'on peut tout voir en direct. On peut tout savoir sur ce qui se passe à Téhéran ou à Gaza ou ailleurs, mais le journalisme, ce n'est pas simplement le fait de vous laisser savoir ce qui se passe. C'est d'interpréter, d'aller chercher ce qui n'est pas évident à vue d'œil et on voit que ça manque de plus en plus cruellement un peu partout dans le monde. Je vais arrêter là. Et la raison pour ça, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher d'envoyer des gens en Ukraine, ça coûte cher d'envoyer des gens en Afghanistan, ça coûte cher d'envoyer des gens au Groenland. Et les salles de nouvelles, on a tous les deux travaillé au Star. La salle de nouvelles, pendant les années où j'ai travaillé au Star, a été réduite de plus que de la moitié de ses effectifs. Et c'est ce qui arrive partout. Alors, il y a moins de journalistes. Beaucoup, quand on les trouve, on s'en remet à des gens qui sont sur place et qui sont pigistes. Mais c'est une dynamique un peu différente, la relation d'un pigiste qui est en Italie, puis qui raconte. Souvent, s'il fait beau et chaud, ça va être des anciens journalistes canadiens, ça aide, parce qu'ils connaissent l'auditoire à qui ils parlent. Mais autrement, c'est un peu... il y avait un journaliste pendant longtemps, que je nommerai pas, qui travaillait au Japon et qui était pigiste, et on n'avait pas de correspondant, personne en français au Japon. Ce mec-là, il savait absolument rien. Mais il était le gars au Japon. Mais on ne savait pas qu'il ne savait pas. Mais non, on ne savait pas. Et un jour, je me suis retrouvée au Japon sur une bourse. Et puis là, quelqu'un du centre de presse japonais m'a montré ce mec. Il m'a dit, connaissez-vous ce personnage qui dit n'importe quoi? Et oui, je savais. J'ai fait, non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais on est de plus en plus à la merci de ça parce que Paul dit qu'il est allé en Afghanistan 3 fois. Le Star n'a pas voulu que j'aille en Afghanistan parce que ça coûtait trop cher pour les assurances. Puis la deuxième phrase, c'était, il fallait m'envoyer à l'école de la guerre avant, ça coûte de l'argent. Et puis finalement, ils m'ont dit, et puis qu'est-ce qu'on va faire si vous vous faites tuer là-bas? On va se faire planter. À des fins pédagogiques. 3 questions qui n'intéressaient aucunement Rogers, propriétaire de McLean's. Non, qui ont dit, Paul, va-t'en. Bonne chance, Paul. Mais il faut voir aussi, lui, il parle du cercle de presse de Hong Kong que moi j'ai visité avant la rétrocession. Mais ces cercles de presse-là vivaient à partir des frais d'adhésion au cercle de presse payés par les médias. Donc, ils dépensaient, il y avait de l'argent pour ça, et en plus, les journalistes qui le fréquentaient leur compte de dépenses à leurs employeurs. Des notes salées. Il n'y a plus de cercle de presse à Ottawa non plus. Pour la même raison. Moi, j'avais scandalisé mes patrons quand je suis arrivée au Devoir en disant, vous payez un abonnement au cercle de presse, puis je ne veux pas que vous payiez pour moi parce que je n'irai jamais. J'ai des enfants, puis je n'irai pas boire le soir, on oublie ça. Mais tous ces endroits-là aussi ont vu leurs membres diminuer, mais aussi les gens qui payaient pour que ces membres-là existent ne payent plus pour ces choses-là. Maintenant, dans plusieurs médias, on est obligé de dire à nos invités que s'ils commandent du vin, il va falloir qu'ils payent l'alcool, parce qu'on ne peut pas présenter une note de frais qu'il y a de l'alcool. Dans l'ancien temps, c'était le contraire. On est à sec ensemble. Hein, parce à Radio-Canada, il n'y a pas de compte de dépenses. Voilà. Alors, moi, j'ai été élevée au bon endroit pour ça. Mais il n'y a plus d'argent. Et s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de couverture internationale. Moi, je voulais savoir c'était comment le Groenland. Alors, j'ai pris mes vacances puis je suis allée passer une semaine au Groenland. C'est vrai? Ah oui. Mais il faut vous faire un compte Instagram, on va voir les photos? Jamais. Je vais vous le gérer, Chantal. C'était extraordinaire, mais néanmoins, dans les 3 dernières semaines, j'ai découvert que ma semaine au Groenland était très utile. C'est sûr. Parce que je l'avais vu sur place. J'avais vu combien il y avait tout à coup beaucoup de touristes canadiens qui avaient un accent américain.
toutes sortes de choses qu'on remarque si on y va. Mais personne ne m'aurait envoyé au Groenland. Si j'avais demandé aux 50 boss qui me font travailler, voulez-vous me payer un billet d'avion pour aller au Groenland? Il aurait ri de moi, puis il m'aurait dit non, on oublie ça. Pourquoi? Le Groenland, très beau d'ailleurs, je le recommande fortement. On se sent comme au Canada quand on est au Groenland. N'importe qui a voyagé dans le nord du Canada est obligé de se pincer pour se rappeler qu'il est en Europe et pas au Canada. On a parlé des commentaires américains sur l'Alberta, mais au-delà de ça, dans le monde du journalisme, il y a quand même à la fois l'influence des médias américains sur les médias canadiens. Je pose la question s'il y a la même influence des médias francophones européens sur les médias québécois. C'est vous qui le saurez. Mais aussi, il y a juste que les gens, je me demande, est-ce que les gens qui s'intéressent à l'international, justement, commencent à consommer cette couverture-là d'autre part? Je sais que le New York Times a commencé à beaucoup vendre au Canada. The Economist a toujours une bizarre histoire sur quelque chose à Winnipeg, puis on le sait, c'est parce qu'ils ont tellement de gens qui se... Alors, peut-être que les journaux canadiens le font moins, et québécois, mais il semble que cet appétit-là existe autrement au Canada. Je ne sais pas votre lecture du phénomène. Il y aura toujours des gens qui consomment d'abord le journalisme à l'étranger, le journalisme international, au Canada comme ailleurs, et qui prennent le journalisme canadien comme étant en quelque sorte de deuxième rang. C'est compliqué. Et c'est aussi compliqué pour nous autres de commenter des événements qui sont essentiellement américains. J'ai perdu des abonnés qui, lorsqu'on se désabonne à un Substack, ce que je déconseille fortement, on peut laisser un mot pour le... Il est trop tard. Ouais. Il y en a eu quelques-uns qui disent « j'ai pas besoin d'un Canadien pour m'expliquer Donald Trump ». Et dans ma tête, j'ai dit, vous faites bien de désabonner parce que je vais continuer à la faire. Et ça a aussi longtemps été difficile pour, surtout les journalistes canadiens en poste à Washington. Comment est-ce que je peux ajouter de la valeur au fil du New York Times ou de Associated Press qui entrent gratuitement dans ma rédaction à moi, à Toronto? Et c'est pas évident. Et normalement, ça prend quelqu'un qui s'installe pendant longtemps. Il y en a eu qui ont pu le faire. Graham Fraser pour le Globe and Mail, Stéphane Bureau qui était à TVA il y a 30 ans, mais il a appelé le bureau d'un sénateur, il a dit « Remember, tell the senator that Stephen Bureau from Canada's great TVA network is counting on him. » Puis il paraît que ça marchait. On a déjà eu l'expérience inverse de lire des correspondants américains au Canada puis de ne pas savoir de quoi ils parlent, ou au Québec encore pire. Mais alors, cette expérience-là... On n'a pas besoin d'être américain pour ne pas savoir de quoi ils parlent. On a vu aussi des Français faire la même chose. Alors, c'était comme... et on ne se reconnaît pas, là. Et ce n'est pas la barrière de la langue, not lost in translation. Alors, ils n'ont même pas cette excuse-là. Mais une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu aller travailler à Washington, c'est la différence d'accès. Quand on travaille, pour couvrir la politique comme il faut avoir de l'accès. Pour avoir de l'accès, il faut pouvoir être là et que les gens veuillent nous parler. On ne peut pas expliquer des choses si on n'en sait pas plus que les gens à qui on les explique. Et pour ça, il faut les voir aller. Mais à Washington, on n'a pas d'accès quand on est un journaliste canadien. Alors oui, on peut se promener et c'est une super bonne utilisation du correspondant à Washington de l'envoyer dans des États où là, il voit des vraies personnes, Minneapolis aujourd'hui, etc. Mais la couverture de Washington et le problème de la couverture de Washington, quand on est au service d'un média canadien, c'est le problème que moi j'ai eu comme correspondant national en Ontario. On est toujours en train d'être obligé de faire la grosse nouvelle du jour et on n'a jamais le temps de penser à ce qu'on devrait faire, où est-ce que la POC s'en va, parce qu'on est trop occupé à couvrir la POC. Et ce n'est pas particulièrement intéressant de faire ça, surtout que quand on le fait à Washington, on le fait par personne interposée. On ne va jamais être la personne qui pose 3 questions au président. Ça n'arrive pas, puis même avec Stéphane Bureau et sa grande imagination, il fallait que je choisisse un sénateur un petit peu rural.
pour que la personne dise « Ah, a great network ». Puis il ne disait pas I'm Stéphane Bureau de TVA », il disait « I'm Stephen Bureau », pour bien cacher que ça se passait dans une langue, complètement étrangère. Alors, moi, j'écoute les correspondants à Washington de Radio-Canada et je comprends totalement quelle sorte de vie ils ont, qui leur laisse vraiment pas beaucoup de temps pour faire de l'analyse parce qu'ils sont tellement en immédiat tout le temps, 4 fois par jour. Travailler à la radio, entre autres, c'est comme avoir un nouveau bébé. Il y a des boires aux 4 heures. Sérieusement. Avec les médias sociaux, après, puis on maintenant, a un bébé maintenant, dans la suralimenté. presse écrite, on a le même phénomène, la télé aussi. À une certaine époque, c'était juste la radio, mais on nourrit la bête à longueur de journée. Alors, l'idée qu'on est tous assis dans nos bureaux à réfléchir profondément aux grandes questions de l'heure pour vous en parler dans 3 jours, ça n'arrive pas, ça. Même au Canada, dans l'écrit, il y a beaucoup moins de contexte, beaucoup moins de contenu dans les textes, ce qu'il y avait il y a 30 ans. Vous évoquiez gentiment mon texte sur Anita Anand. C'est le genre de choses que j'aurais écrit. C'est la grosse presse du dimanche qui Oh, justement, Oui, justement. c'est ça. Où est-ce qu'on pouvait avoir 2-3 pages sur un sujet? Cette femme-là, qui maintenant, en principe, est responsable de la politique étrangère canadienne, elle vient d'où? Elle a fait quoi avant? Donc, vous êtes allé regarder le H-index de ses publications sur Google. Donc, vous êtes allé en profondeur là, sur l'impact de ses publications académiques. C'est ce que nous faisions au Maclean's avant que Maclean's devienne un magazine poche. Ça, vous pouvez désabonner comme vous voulez. Je pense qu'on n'a pas le droit de pas mon mentionner problème, le Maclean's au Québec, fait qu'on va couper ça en montage. L'actualité, c'est bon. Mais non, mais merci de le faire. Puis vous nous direz peut-être s'il y a de l'espoir dans Substack, mais mon hypothèse, c'est qu'il faut être hyper connu déjà. Démarrer comme ça peut être difficile. En fait, je vous laisse la parole là-dessus. Est-ce qu'on peut faire revivre? Il y a plein de jeunes journalistes qui vont sur les médias sociaux. Les journalistes plus d'expérience font des fois du Substack. Est-ce qu'il y a une deuxième vie là-dedans? Nous, on est allés à l'école quelque part. Paul Wells, il n'était pas Paul Wells il y a 20 ans, puis moi, je n'étais pas moi. Alors, dans le moment, on vit sur du vieux vécu, dont on fait partie. Mais les Paul Wells, puis les Chantal Hébert et autres de demain, ils vont se former où s'il n'y a plus de rédaction? C'est ma question à laquelle vous devez répondre. On ne peut pas répondre, parce que le problème, il est là. Dans le moment, c'est possible, contrairement à ce qu'on dit, d'avoir un job en journalisme demain matin. La vraie question, c'est le jour où vous allez avoir une hypothèque à payer, une famille à élever. Moi, j'ai pu faire ça avec mon salaire de journaliste. Je n'ai pas acheté une maison à Westmount, mais totalement respectable comme revenu. Mais aujourd'hui, ça risque de devenir la job qu'on prend avant d'être obligé de devenir un adulte. Et là, il y a ce trou où les gens partent ailleurs parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Puis le journalisme à la pièce, il n'y a pas d'argent là-dedans. Il n'y a pas de stabilité pour une famille. Non. Ouais. Puis quand les gens découvrent, des fois, j'entends des gens qui sont en politique, qui écrivent des textes tout à coup, et ils découvrent combien c'est payé un texte. Et là, ils font « Hein? Ils vont me donner 250 $. Je sais pas, ils ont cette idée qu'on ne peut pas vivre à la pièce. Alors, le grand danger, c'est que nous, un jour, on ne sera pas là. Moi, avant lui. Et là, la relève, elle va se former comment? Moi, je suis rentrée dans une salle de nouvelles à 21 ans. La première fois qu'on m'a envoyé un reportage, c'était l'ouverture du CNI à Toronto. Ça, c'est l'exposition. Très extraordinairement intéressant à faire comme reportage. Je suis revenue, puis quelqu'un m'a demandé « As-tu un scoop? » Puis je ne savais même pas ce que ça voulait dire, scoop. Tu sais, comme ça s'apprend, tout ça. Et là, où est-ce qu'on va apprendre si on ne peut pas faire vivre des gens de façon raisonnable dans des salles de rédaction où les gens interagissent puis communiquent leur savoir aux autres? Et ça, c'est le gros problème dans le moment du journalisme, c'est qu'on peut inventer des nouveaux modèles, mais comment convaincre les gens? Tu sais, les gens, ils vont écouter, ils vont lire Paul Wells, et puis ils vont écouter le podcast que je fais avec Peter Mansbridge, mais notez, Peter, quel âge a-t-il? Ouais. Tu sais, c'est son nom qui attire tous ces gens-là. Il y a toujours des jeunes journalistes qui font un travail extraordinaire. Kate McKenna, jeune journaliste au CBC, dans la jeune trentaine,
je la cite à tous les quelques semaines parce que on y parle, puis elle connaît le Parti conservateur, ce qui est assez rare. Mark Ramsey au Toronto Star, même chose. Mais lorsque quelqu'un que je ne connais pas, dont je ne connais pas le travail, me demande comment est-ce que je deviendrai journaliste, comment est-ce que je passerai de la pige au salaire, des petits faits divers au grand reportage comme vous avez déjà fait, je sais que c'est possible pour certains, mais c'est de moins en moins évident. Mais Paul, vous avez peut-être compris quelque chose, parce qu'avec les promesses de définancement de la CBC, si on veut survivre en journalisme institutionnalisé, il faut parler français. Donc vous aviez compris. Non, c'est une blague, parce que on n'a jamais parlé de Radio-Canada en français, qui serait peut-être un jour le seul survivant. C'est du sarcasme, bien sûr. Mais pour finir, sur le sujet de notre colloque, puis vous n'avez pas besoin de vous en tenir aux experts qui travaillent sur l'international, même si c'est le mandat du Cerium. Comme chroniqueur, je comprends que vous ne cherchez pas la citation d'experts. Votre travail est tout autre. À des fins pédagogiques, je vous laisse l'expliquer si vous voulez, mais quelle a été au cours de votre carrière votre relation avec les experts, les chercheurs, et quand est-ce que c'est utile et quand est-ce que c'est pas utile? Tu les lis, les politicologues? Est-ce que tu lis les politicologues? Non. OK. Moi, la réponse est un peu moins courte. Anne Applebaum, vous lisez des gens qui viennent des écrivent des livres. Non, on ne passe pas notre temps à lire tout ça. Lui, il aime bien Anne Applebaum, je le sais, mais... Quand je suis arrivé à Ottawa, il y a 30 ans, le chef de bureau à Ottawa de la Gazette était un vieil homme qui avait, à l'époque, presque l'âge que j'ai aujourd'hui, donc c'était un vieillard, Terrence Wills. Puis mes premiers quelques textes, ça finissait toujours par un appel à un politicologue pour mettre dans le contexte ce qui venait d'arriver. Puis Terrence m'a dit à un moment donné, arrête d'appeler les politicologues, Paul, parce que tout ce qu'ils font, c'est de nous lire notre travail puis de nous dire quoi en penser. Moi, je les lis. Des historiens académiques, des gens qui font dans la science politique, dans les facs à Toronto, à Waterloo. Mais c'est plutôt plus tard pour essayer de... Et c'est pas souvent, j'avoue. Mais c'est pour essayer de mettre en contexte ce que j'ai vécu. Parce que le décalage entre les médias... C'est 2 ans le temps de publication en moyenne de nos livres. 2 ans au minimum. J'ai écrit un essai pour introduire un texte académique sur les promesses électorales de Justin Trudeau. Et ça a pris un an et demi pour sortir le livre. Et il a démissionné. On était en pleine campagne électorale et j'ai écrit aux gens pour dire « Est-ce que vous sortez votre livre parce que le temps file, personne ne le lira quand ce sera l'histoire. Là c'est l'actualité. » Ils ont pu l'accélérer de quelques semaines, la sortie du livre. Ouais. Nous vivons à des rythmes très différents. Puis ces 2 domaines, d'ailleurs, c'est pas pour rien que le dernier livre que j'ai fait, c'était sur le référendum qui est passé. Parce que là, ça ne pouvait pas être dépassé par l'actualité. Vous prenez goût à notre temporalité. Et ça, oui. Pour écrire un livre maintenant, je pense que la chose sage à faire, c'est effectivement trouver un événement qui est dans le rétroviseur, puis aller chercher ce que les gens n'ont pas fait avec. Parce que essayer d'écrire, et non, c'est vrai, je ne lis pas de savante analyse de politicologue sur la politique canadienne, parce que très souvent, je trouve que c'est complètement déconnecté de la réalité de comment se fait la politique et comment on arrive là où on arrive. Il y a souvent des thèses, je reconnais aux politicologues maintenant, depuis 1 mois, d'avoir renoncé à expliquer avec des thèses savantes et académiques Donald Trump. Je me dis, ils nous ont rejoints dans la réalité. Et là, on parle tous la même chose. Ils n'essayent plus de dire... Peut-être que c'est plus dans les facultés de sciences sociales, mais dans d'autres facultés. Oui, c'est ça. Mais en psychiatrie, là, il y a pas moi. Ça s'explique beaucoup mieux. Mais je dois dire aussi que mon expérience à moi, et là, je parle plus de politique canadienne, c'est que parfois, les politicologues s'embarquent sur notre terrain à leur propre péril. Et là, je parle de politicologues. Pas nos membres. Je vous préviens La conférence est terminée. Prédire le résultat d'une élection le jour où elle est lancée.
très mauvaise idée. Ça finit presque toujours mal. Nous, on le sait, on ne le fait pas. Puis des fois, on voit des gens qui ont des choses intéressantes à dire, mais qui se lancent sur cette glace-là, et là, on dit, quelqu'un aurait dû les arrêter. La glace va casser, c'est ça qui arrive presque chaque fois. Alors, on ne fait pas la même chose. Et nous, on n'essaye pas de se transformer en politicologue. Puis si j'ai un conseil à vous donner, le chemin inverse, c'est périlleux et c'est pas une bonne idée non plus. Mais à notre défense, je ne pensais pas que vous alliez lire nos textes qui sont, par définition, des fois un peu impénétrables. Mais... on vient de faire un jury de livres ensemble, là, on peut vous parler d'impénétrables. On en a lu 51, ils n'étaient pas tous pénétrables. Vous nous direz celui qui arrive au-dessus, on gagnera du temps. On ne peut pas, mais on le sait. Ah, d'accord, quand ça sortira. Mais des appels, des discussions pour avoir du recul, parce que c'est surtout ça, nos interactions. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait lire dans la revue de sciences politiques canadiennes, mais plutôt qu'on soit en dialogue pour contribuer à la réflexion. Mais ça, c'est plus dans les émissions d'affaires publiques. Là où vous gagnez, entre autres, d'avoir du temps pour expliquer. Parce que les nouvelles, c'est pas fait pour des gens qui ont des choses à expliquer. C'est court. La clip de 30 secondes, ça n'a jamais éclairé grand monde. Les gens comme nous, on gagne généralement bien notre vie, entre autres, parce qu'on parle à plein de monde, mais on cite pas beaucoup de monde. À moins que ce soit un document public. Donc, les gens sont en confiance de nous parler. Mais l'endroit où les gens comme vous rayonnent vraiment, c'est les émissions d'affaires publiques. Parce que là, vous apportez du contenu ajouté qui n'est pas la nouvelle comme telle. C'est pour ça que je disais la chronique. Des fois, on a des chercheurs qui nous disent « Mais je lui ai parlé, mais ils ne nous ont pas cités. » Mais je dis « Mais le chroniqueur va s'informer de plein de sources pour former une opinion plus juste. C'est pas dans la nature, c'est pas le même type de journaliste. Donc, on doit faire ce travail-là aussi. Mais des fois, les chercheurs sont déçus lorsqu'ils ne sont pas cités, en effet. » Je pense que les gens qui font la politique gagneraient à écouter plus souvent les gens qui étudient les sciences politiques ou l'histoire académique. Je pense que le débat sur l'avenir du Canada a été enrichi par les contributions de Daniel Turp, de Stéphane Dion, de Léon Dion à l'époque. Vous nommez juste des profs à l'UDM, hein? C'est par... ça va. Il y en avait un très bon à McGill, mais j'oublie son nom. Mais, il n'y en avait pas un à ton ancienne université aussi? Non, je blague. Robert Young à Western. On était heureux de vous entendre. Mon prof préféré à Western s'appelait Robert Young. Il est décédé il y a 9 ans. Et il a, après que j'ai fini mes études, il a écrit un grand livre sur l'éventuelle souveraineté du Québec dans un contexte international comparatif. Et Jean-François... Que j'ai lu. Quelques jours après la parution de ce livre-là, Jean-François Lisée, alors conseiller de Jacques Parizeau, a amené Bob Young à Québec pour parler au caucus du Parti québécois, pour leur mettre au fait de ses idées, de ses découvertes. Cela ne se fait à peu près plus dans la politique canadienne. J'ai interviewé Tim Cook, l'historien principal du musée de la guerre, donc qui est décédé il y a quelques mois, mais c'était en quelque sorte l'historien officiel de la guerre au Canada. Je lui avais demandé, est-ce qu'un premier ministre ou un aspirant premier ministre vous a déjà invité chez lui pour discuter de la guerre et le Canada? Non, jamais. Il trouvait la question bizarre. Et pourtant, les présidents américains, les présidents français amènent souvent des historiens chez eux pour mettre leur action dans un peu de contexte. On a vu des présidents français les amener en délégation diplomatique. Maintenant, je vous poserai la question que je ne vous poserai pas, ça sera pour un autre moment, mais il y aurait aussi la question des profs qui vont en politique, ce qui est aussi périlleux par ailleurs. Mais je vous laisse la parole avant qu'on... Ou qui tentent, qui deviennent chefs de parti. Ouais. Bon, d'accord. Je suis en conflit d'intérêts. Non, mais à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je passerai la parole au public. Non, mais juste pour parler de la relation entre la recherche...
Moi, j'étais pas, vous avez sans doute compris maintenant, une étudiante passionnée par l'université. Mon but, c'était de me pratiquer pour devenir journaliste en écrivant mes essais. Vous le saviez déjà que vous vouliez être Oui, journaliste? je savais. Et j'avais un baby face. J'avais sauté 2 ans en chemin. Alors, je savais que personne n'allait m'engager. Mais ma meilleure note, pas la meilleure note que j'ai eue, mais celle que j'ai le plus appréciée, c'était un travail de sciences politiques. J'ai eu B+. C'était pas ma meilleure note, mais c'était écrit trop journalistique. Ah ouais. Et je me suis dit, j'ai atteint. Mais un de mes meilleurs profs s'appelait John Holmes. J'ai pris tous ses cours. Oui, il y a maintenant et lui, il a fondé, il a travaillé avec Pearson à la Fondation des Nations Unies. Et lui, il faisait ça cas par cas. Il ne faisait pas de la théorie. Il prenait la reconnaissance de la Chine, etc. À ce jour, les choses que j'ai entendues dans ces cours-là me sont encore utiles. Grand historien de la politique étrangère. C'était extraordinaire. Il y a un fonds en son nom à l'Université de Waterloo. Ils font des publications annuelles. Non, mais des expériences comme ça, ça reste. Là, et un jour, ça sert. Donc, oui, il y a un lien à ce niveau-là qui est beaucoup plus important que d'être cité dans la fin d'une chronique de Paul dans la Gazette. Merci. On a pris des questions à l'avance parce qu'on savait que le temps serait court. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro pour Amandine? Ça va? Je donnerai la parole à Alexandra Parada, qui nous a envoyé une question à l'avance, que je sais, on se connaît dans nos communautés, doctorante en droit à l'UQAM et aussi impliquée dans la chaire Asie au CERIAM. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour vos réponses à ces questions, pour tous les commentaires, c'était vraiment intéressant. J'ai compris que partout dans le monde, il y a de moins en moins de couverture de l'international, mais on se rend compte quand même, quand justement on regarde des nouvelles internationales, que c'est quand même toujours les mêmes régions qui reviennent, en tout cas à partir d'ici, donc évidemment les États-Unis, l'Europe. Donc, je me demande un peu comment vous voyez ça, puis est-ce que vous voyez que cela pourrait changer un petit peu, notamment dans un contexte où il y a un appel à la diversification des relations internationales, à l'alliance des puissances moyennes, comme ça a été appelé à faire. Donc, je voulais voir un petit peu comment vous voyez ça. C'est vrai qu'il y a eu 3000 textes sur Gaza et assez peu sur l'Amérique centrale, écrits par les journalistes, mais aussi par des militants, des gens qui s'intéressent de façon peut-être moins formelle, et à peu près zéro sur... le Venezuela. Oui, justement. L'Iran. Je me souviens d'un journaliste qui était très fâché parce qu'il n'y avait pas eu de couverture sur l'Afghanistan pendant les 5 ou 10 ans avant 2021, alors que l'évacuation des Canadiens de l'Afghanistan est virée au désastre. Mais pourquoi, avec des moyens limités, pourquoi on enverrait des journalistes en Afghanistan en 2017 ou 2019? Il n'y avait pas de soldats canadiens, il n'y avait pas... Et donc, c'est quelque chose qu'on peut difficilement éviter. Je vais dire une évidence. Il y a énormément plus de façons de savoir ce qui se passe dans tel ou tel coin du pays, du monde, aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il suffit de trouver quelqu'un sur X ou sur Instagram, TikTok, qui habite là-bas et on verra, on aura une fenêtre sur ce qui se passe. Mais comme j'ai déjà dit, le journalisme n'est pas que une fenêtre sur un lieu. C'est aussi un contexte, une théorie qui entre en confrontation avec les faits. Et ça prend des moyens, des ressources et de l'expérience. Et c'est ce qui manque. Ouais, un peu partout. Il y a tellement d'endroits, et moi, je n'ai jamais été un directeur de rédaction, mais il y a tellement d'endroits pressants et tellement
peu de moyens que je ne peux pas imaginer un directeur de rédaction qui redéploierait les peu de boots on the ground qu'il peut mettre aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Ukraine et au Groenland, ces jours-ci, parce que le premier ministre parle de puissance moyenne, ce serait inimaginable. Et les gens qu'on enverrait, les gens qui font l'ordre des bulletins de nouvelles, ne sauraient pas trop quoi faire. Ça deviendrait un peu du tourisme journalistique jusqu'à un certain point, parce qu'on ne peut pas ignorer, ce serait comme un pompier qui dirait bon, mais il y a 4 feux dans mon quartier, mais moi, je vais aller à l'école faire de la prévention. On dirait, ben non, mais malheureusement, il faut commencer par éteindre les feux. Et donc, je ne vois pas dans le contexte de l'état du marché du journalisme qu'on s'en aille dans cette direction-là. Et qu'on donne aux gens le temps d'aller quelque part assez pour faire ce que Paul décrit, c'est-à-dire, ça prend plus que de débarquer à l'aéroport, s'en aller à l'hôtel, puis envoyer un papier pour pouvoir mettre le byline. Je suis là. Et donc, l'investissement ne pourra pas se faire parce que les moyens ne sont pas là. Merci, Alexandra. Une dernière question avant de clore. Laetitia Koulidiati, qui est étudiante à la maîtrise en affaires publiques et internationales en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour, je me présente de cette présentation. On en connaît un peu plus maintenant sur les tensions entre recherche et médias. Puis ma question, vous l'avez un peu répondu au début, mais je voulais un peu plus savoir, est-ce que vous pensez que le débat, aujourd'hui, le débat public, la place de l'international est toujours aussi présente et restera peut-être présente aussi même après la fin du mandat du président aussi de la frontière? Est-ce que les questions internationales resteront présentes dans le débat public, même après son mandat? Sans doute, vraisemblablement. Mais on parle de quelque chose qui est à la fois si proche et si loin. Mais au fil du temps où moi j'ai couvert le journalisme, le débat, la conversation politique canadienne est passée d'une conversation entre nous à beaucoup une conversation avec, hors frontières. Je ne peux pas imaginer qu'on revienne en arrière là-dessus parce que, et ça se traduit de façon positive ou de façon négative. La façon négative, c'est que maintenant, les problèmes les plus pressants, la crise climatique, la mondialisation des échanges, le phénomène des réfugiés qui est relié à ça aussi, ce sont tous des sujets sur lesquels notre contrôle est extraordinairement limité et où on peut seulement faire jouer des leviers en évoluant sur la scène internationale. Il y a 20-30 ans, quand le ministre des Finances du Canada avait une rencontre importante, il rencontrait les ministres des Finances des provinces. Aujourd'hui, quand il y a une rencontre importante, c'est parce qu'il rencontre les ministres des Finances du G20 ou du G7. Et là-dessus, ça, c'était avant Trump et on ne reviendra pas en arrière. Oui, je pense qu'il y aura toujours le même conflit entre l'intérêt et les moyens. Je pense que les États-Unis vont continuer à compter pour le Canada jusqu'à la fin des temps. D'autant plus que, pour moi, c'est beaucoup plus probable que le prochain président des États-Unis soit dans le courant Trump, un J.D. Vance ou un Stephen Miller, ou je ne sais pas trop qui, plutôt qu'un retour à la soi-disant normalité de Barack Obama ou même de George W. Bush. Donc, les États-Unis vont continuer à fasciner et à influer sur le Canada. Donc, le monde va continuer à compter parce qu'on va continuer à essayer de tourner ailleurs. Mais de là à envoyer plus de journalistes, de là à avoir... C'est universel, on est inondé par l'information, mais on a soif de compréhension. Et mon industrie n'est pas dans un très bon état pour pallier cet écart. Écoutez, merci Laetitia. Paul Wells, Chantal Hébert,
J'ai l'impression que notre conversation et vos propos qui sont à la fois nuancés, sobres, réalistes, sachant l'état des lieux à la fois du journalisme, de la politique, mais aussi de ce qui est possible de faire dans ce contexte-là, pour moi, m'amène à une réflexion que j'ai eue et que vous avez peut-être eue dans le monde du journalisme lorsqu'on a lu le discours de Davos, que peut-être que c'est rare dans le monde diplomatique ou en politique canadienne où est-ce qu'on a eu des slogans pendant longtemps qui étaient « Sunny ways, my friend, sunny ways », de dire les choses telles qu'elles sont avec la gravité du moment, quelque chose que peut-être en journaliste vous avez l'habitude de le faire et nous aussi dans le monde de la recherche. Mais un dilemme qui nous reste, en tout cas, dans le monde de la recherche, nous avons quand même une tâche professorale d'enseignement importante, mais c'est aussi non seulement d'avoir la sobriété et la nuance que vous avez, mais aussi de donner les outils et les pistes à cette prochaine génération-là qui est sur les bancs d'école, d'imaginer quelque chose d'autre, parce que le réalisme, il nous aide à voir le monde dans lequel on vit, mais il ne nous aide peut-être pas à imaginer ce qui vient après. Donc, il y a quand même un défi qui nous reste après notre conversation, après Davos, mais qui est le nôtre au professeur, je crois. Donc, je vous remercie. Et je remercie tout le monde qui était ici et tous les partenaires de l'université, l'équipe du Cerium. Et évidemment, j'aimerais noter que le Cerium reçoit des financements du MRIF, tout à fait libre dans ses activités académiques qui nous servent à remplir notre mandat. Alors, merci et bonne journée.